bien quelque chose. Et je ne sais pas trop ce qu'on... Là, le rapport avec Charroux, là, il m'échappe. Là, par contre, il y a une démarche très particulière qui a d'ailleurs été des fois mal prise. Et elle a été mal prise assez souvent par des gens qui s'intéressaient à la science-fiction. Parce que là, ils ont dit, attention, là, la science-fiction aime bien réfléchir, mais euh, c'est embêtant de la présenter comme une véritable réflexion. Euh, c'est à manier avec précaution. Or, justement, ce qui fait sans doute la force du Matin des magiciens, c'est que c'est pas manié avec précaution. On balance au milieu des nouvelles de science-fiction et on dit elles sont traitées un peu comme les raisonnements qui sont tenus autour. Hein, quand on a la fameuse nouvelle de Miller sur un cantique pour Leibowitz, c'est assez extraordinaire. C'est totalement une nouvelle de science-fiction. On pourrait la réécrire en faisant de l'histoire mystérieuse, que je distingue du réalisme fantastique. Parce que c'est, encore une fois, je pense moi que le réalisme fantastique a plutôt tendance, effectivement, il utilise l'histoire mystérieuse, mais j'ai plus l'impression qu'il l'utilise pour ses rêveries, qui peuvent être des rêveries profondes, hein, mais qu'il faut distinguer de la factualité, si j'ose dire, si on ose dire quand même, à la Charroux. Il me semble que c'est quand même très différent. Et quand on lit, même si on lit Planète, hein, un peu, on voit tout de même des distinctions. Les distinctions sont tout de même faites. Il y a des rubriques Planète publie des nouvelles de science-fiction et de fantastique. Elles sont présentées comme nouvelles de fiction, avec toujours une accroche en disant, vous voyez, elle porte une philosophie, elle porte une idée importante, etc. Mais bon, la direction de Planète s'est quand même rendu compte qu'il valait quand même mieux essayer de serrer un peu, proposer de la fiction comme telle, et proposer des articles, des études, des enquêtes qui, elles, relèvent en effet du concret. On va peut-être se rapprocher un peu de Charroux, mais au fond, si on fait le bilan, me semble-t-il, de Planète, on trouvera des articles au contenu extrêmement farfelu, mais pas tant que ça. On Donc, trouvera beaucoup d'articles il y a donc un honnêtes. débat entre les personnalités que Enfin, classe Damien Carbovnik dans le réalisme fantastique et ce qui est vraiment le réalisme fantastique. J'aimerais bien juste qu'on dépasse un petit peu le débat sur la question Charroux, Berger, Powells. En tout cas, quoi qu'il en soit, le réalisme fantastique a occupé le devant de la scène pendant toute la décennie des années 60, du moins jusqu'en 1968, par déjà le succès du Matin des magiciens, le succès de la revue Planète. Ça a été un vrai courant culturel, médiatique, voire philosophique. En tous les cas, ça a eu un impact énorme dans la société. Aujourd'hui, il a été occulté. Est-ce que les raisons de l'occultation, alors il y a plusieurs raisons à évoquer. Est-ce que déjà, c'est pas le succès populaire qui a braqué un peu les élites culturelles ou intellectuelles du moment? Est-ce que c'est la personnalité de Powells? Est-ce que c'est le deuxième chapitre du Matin des magiciens sur les origines occultes du nazisme? Voilà, en tout cas, ce mouvement a été un peu oublié aujourd'hui. Alors, il a disséminé peut-être, ces thématiques se sont diffusées, c'est ce que tu exposes, Damien. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, alors on entend parler du surréalisme, qui a laissé des traces, mais le réalisme fantastique est une notion qui est un peu diluée. Quelles sont les raisons de cette occultation? Est-ce que c'est son succès qui explique cela Alors, il y en a énormément. Alors oui, C'est une déjà, question à tiroir, hein, mais oui, déjà vous pouvez être quatre à répondre. Hein. ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le réalisme fantastique est un courant littéraire et on ne l'a pas encore dit, mais dans Planète, Planète tirait à boulet rouge sur qui? Sur le nouveau roman. Il tirait pas à boulet rouge sur les scientifiques, enfin si un peu, mais marginalement. Pour eux, c'était vraiment le nouveau roman qui était l'ennemi absolu, qui était la fin de la culture. Et le problème du nouveau roman, c'est que c'était bien vu. C'était vu comme quelque chose d'intellectuel. Alors, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que les auteurs du nouveau roman vendaient très mal, contrairement au réalisme fantastique qui tirait à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, quasiment chaque ouvrage. Donc, il y a eu il y a eu une compétition, une concurrence. Et il faut quand même pas perdre de vue que le réalisme fantastique, c'est une marque.
c'est une entreprise commerciale. On parle de Planète, revue, etc. Mais Planète, c'est aussi une maison d'édition. Il y a eu tout un business derrière. Et Powell se désengage de Planète à partir du moment où ça ne marche plus tellement. Ce n'est pas une œuvre philanthropique. Ça, là-dessus, il faut le mettre là-dessus. Ensuite, alors, le Matin des magiciens va être critiqué, mais il est plutôt bien vu. Alors que Planète, très rapidement, va être critiqué par tout le monde, par toute l'intelligentsia française, ou presque. Les soutiens vont être très modérés. On va avoir Edgar Morin qui va dire que oui, c'est original. On va avoir quelques auteurs. Effectivement, on a Michel Ragon qui va apporter son soutien. On va avoir Hervé Bazin, par exemple, qui est quand même l'auteur de Vipère au point, qui est ultra classique, qui va le soutenir. On a un peu cette ambiguïté. On ne sait pas trop comment le classer. Finalement, s'il disparaît, c'est parce qu'il correspond aussi à un climat. Peut-on faire encore du réalisme fantastique aujourd'hui ? Non, c'est parce qu'il correspondait à une effervescence qui était possible à ce moment-là. Et là, il y a quelque chose qui est... en tant qu'historien, je ne devrais pas employer ce terme-là, mais il y a la notion de Zeitgeist, l'idée d'un esprit du temps. Planète incarne une décennie particulière. 8 ans, on peut même dire 7 ans, parce que 1961-1968, c'est vraiment quelque chose qui correspond à une génération, et puis après qui passe de mode, parce qu'on est passé à autre chose. Alors, ouais, je voulais rebondir avec Charles Maxence, justement, sur tout à l'heure, tu as parlé d'avant-garde. On parlait à l'instant de surréalisme. C'est vrai que le surréalisme, au départ, c'était un mouvement d'une avant-garde radicale et subversive, qui aujourd'hui est complètement adoubé par l'institution et l'intelligentsia depuis de longues années. Réalisme fantastique, plus grand monde sait ce que c'est. Est-ce que c'était vraiment une avant-garde ou est-ce que justement ce côté populaire, avec aussi cette prétention à une forme d'éducation populaire, avec les conférences, les ateliers planètes, les voyages organisés, même la production de spectacles vivants, voilà, on voit bien le côté marque. Et il y a effectivement beaucoup de choses ou beaucoup d'hypothèses qu'on pourrait formuler par rapport à ça. Moi, ce que je peux vous dire du regard dans lequel je suis, puisque je n'ai pas lu Le Matin des magiciens, j'ai découvert Planète en 2004 chez un bouquiniste. Je suis complètement, vraiment choqué au sens esthétique du terme par rapport à ce que je découvre dans cette revue, dans le fait que immédiatement j'ai tourné la revue en regardant la date. C'était en 64, 61, 62, qu'il y avait une revue qui osait faire cela. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2004, 40 ans plus tard, ça n'existe plus? Enfin, qu'en est-il? Et donc, en fait, après, évidemment, j'ai eu la chance depuis 2011, donc au courant 2012, donc de rentrer beaucoup plus là-dedans et de m'immerger, de rencontrer donc notamment Jacques Mousseau, le rédacteur en chef de l'époque, et puis les personnes de l'équipe encore vivantes aujourd'hui. Par rapport à l'esprit du temps, par rapport à l'époque, Planète et le réalisme fantastique a représenté un gigantesque appel d'air. J'ai évoqué tout à l'heure la notion de faire bouger les lignes, mais c'est d'abord le fait que ça ouvre les fenêtres, ça ouvre grand. Ça ouvre grand, et dans un certain état d'esprit, j'ai trouvé une citation très courte. Il y a cette idée qu'en fait, le progrès n'est pas de renforcer les parenthèses, mais de multiplier les traits d'union. Cette idée de reliance, cette idée d'associer ensemble les disciplines est vraiment présente en eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui est présent derrière? On l'a dit à un moment donné concernant Bergier, il y a une démarche encyclopédiste. Il y a le fait de rassembler ensemble des connaissances que certaines personnes vont estimer comme des connaissances utiles, de bonne aloi, par rapport à une culture générale d'un temps, d'une époque. Et puis ça marche. Il y a effectivement une magie de l'époque, un effet de circonstance. Ça catalyse, ça fonctionne, immense succès populaire, on l'a dit, vendu à 100 000 ex, mais il y a eu un premier tirage à 7 000 exemplaires, puis après un autre tirage à 8 000 exemplaires, etc. Jusqu'au moment, il y a eu un pic, c'est dans les années 64-65, il y avait 100 000 abonnés au niveau de la revue Planète. Mais Planète, effectivement, ce n'était pas que cela, c'est une entreprise commerciale, mais au sens où c'est un succès éditorial, et où il y a en gros de mémoire, il y a une douzaine d'éditions étrangères qui ont fait suite à Planète, donc on est vraiment dans un projet d'une profonde modernité. C'est-à-dire que Planète, en tant qu'aventure éditoriale, en tant qu'aventure médiatique, journalistique, pourrait-on dire, a posé des bases dans son format,
dans sa qualité, dans son design visuel, dans sa qualité graphique, dans son, même y compris au niveau du... Ils appelaient ça une revue de bibliothèque. En gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des MOOC. 21, 6 mois, et d'autres MOOC qui existent, et bien entendu Orbs, n'ont rien inventé. C'est Planète qui a tout inventé. À la suite de Planète, dans les années 60, on va avoir des MeToo, des copies. Il y a Janus, par exemple, qui est lancé, qui durera à peine quelques numéros, et ce sera tout. Il y a quelque chose qui se déroule et qui s'étend à travers beaucoup de pays d'Europe. Donc on est vraiment avec un esprit du temps. Et on a aussi derrière donc, beaucoup d'autres objets, des livres, Encyclopédie Planète, des grands livres sur la BD, des grands avec des illustrateurs. Ça s'étend partout. Et Alors, même si en justement, France, ça Charles s'arrête, Maxence, même si en France, ça s'arrête, voilà, Planète pourquoi ça avec les s'arrête années justement? Parce 70. que c'est une innovation d'un point de vue éditorial, de maquettage, c'est de contenu, c'est un appel d'air, c'est une fenêtre ouverte sur... voilà. Et aujourd'hui... C'est une association de regards et de compétences qu'on parle de Poels et Berger. Ça, c'est l'autre versant de ma réponse pour juste la faire courte là-dessus. C'est que je pense aussi que, en tout cas, c'est une hypothèse, c'est que les fondateurs eux-mêmes n'étant plus là pour le porter, soit parce que Berger s'en éloigne, parce qu'à un moment donné, c'est bon, ça tourne un petit peu en rond, passant à autre chose, soit parce que simplement Powell vogue sur d'autres territoires, qui fait qu'il s'éloigne du territoire qu'il a amplement cartographié à un moment donné. Et il part dans d'autres directions, il passe journaliste politique, pourrait-on dire. Et au niveau, bien, si on se remet aussi dans l'époque, et notamment dans ce que Powell raconte très très bien dans un livre de mémoire qui est sorti, je crois, en 2001 ou dans ces années-là, qui s'appelle « Un jour, je me souviendrai de tout », où on est donc avec c'est un gros pavé qui contient nombre c'est pareil, c'est un objet hybride. On va avoir à la fois des notes de journal intime, on va avoir des carnets et puis des textes qu'il a écrits. Et il raconte comme ça des choses et on voit très bien qu'avec les années 60, les années 70, il est mu par quelque chose qui le déçoit à chaque fois, c'est la reconnaissance de ses pairs. Il ne sera jamais élu. Est-ce que la personnalité de l'explication, de disparition dans la mémoire collective de ce qu'a été le phénomène du réalisme fantastique... Mon hypothèse, c'est qu'en fait, il n'était plus là pour la porter. Est-ce que la personnalité de Powell, est-ce que ce deuxième chapitre du Matin des magiciens, sur cette deuxième partie de cet ailleurs absolu de mémoire, sur la partie sur les origines occultes du nazisme du Matin des magiciens, et aussi un certain focus récurrent dans la revue Planète sur cette thématique. Est-ce que politique de Powell par la suite? Et voilà, la personnalité de Powell, surtout, c'est l'évolution politique, parce qu'on s'en souvient aujourd'hui sur sa fameuse phrase lorsqu'il était directeur de rédaction du Figaro sur le sida mental. Voilà, est-ce que c'est une explication? Est-ce qu'on a envie de mettre sous le tapis le réalisme fantastique pour ces questions, la personnalité de Powell, l'ère du temps qui n'est plus une mise? Voilà, c'était la question d'origine. Je ne pense pas que le nazisme revisité ait réellement été un problème pour qui que ce soit. C'est une approche très contemporaine où on est très mal à l'aise avec des questions, mais jusqu'au début des années 80, c'était... Voilà. Le problème, plutôt vis-à-vis de la problématique du nazisme, c'est qu'ils racontent n'importe quoi dessus. Ça, à la rigueur, ça a pu leur nuire. Mais je pense que dans le réalisme fantastique, il faut quand même distinguer... Si on le restreint à Powell et Berger, il faut quand même distinguer d'une part le manifeste, l'aventure Planète et l'homme éternel, qui est la suite donc, du Matin des magiciens. Et il faut quand même poser une question, c'est que derrière cette entreprise qui est une ouverture, une bouffée d'air, est-ce qu'il n'y a pas une idéologie? Et c'est le problème de l'idéologie qui... Alors, parce que pendant longtemps, quand je lisais le Matin des magiciens, je croyais des auteurs qui me disaient qu'il n'y avait pas de doctrine dans le Matin des magiciens, qu'ils ne faisaient qu'ouvrir des pistes de réflexion, à d'autres de les explorer. Et tout le monde était surpris par l'évolution de Powell. Powell, c'est le génial inventeur de l'expression du sida mental, c'est ce qu'il a fusillé auprès des critiques à la fin des années 80. Mais tout le monde s'est dit « Ah, Powell, ça a changé de bord. » C'est une question que je pose. Est-ce que c'est vrai? Ou le problème du Matin des magiciens, c'est qu'il nous assomme de références, de notions, d'idées. Et il ne faut pas oublier qu'il est écrit par 2 personnes. Mais si on le dépouille, etc., est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Et c'est ce quelque chose d'autre qui a gêné. Et c'est même pour ça, à mon avis, que des auteurs comme Robert Charroux, Erich von Däniken, etc., ont eu plus de succès.
c'est parce qu'ils n'ont pas repris cette idéologie-là et ont essayé d'en mettre une autre. Mais cette idéologie-là, est-ce que c'est la même du matin des magiciens à Planète, aux nouveaux planètes, à l'homme éternel et à question 2? Parce que finalement, le seul point commun, c'est la notion de tradition. Tradition avec un T majuscule, hérité de Guénon dans un sens occultiste au possible. Et c'est ça qui a dérangé à mon avis. Tu dis que c'est écrit par 2 personnes, mais c'est surtout c'est Pauwels qui tient la plume et c'est Bergier qui fournit un peu le carburant ou les idées ou le contenu. Mais il y a quand même l'orientation finale, elle est quand même donnée par Louis Pauwels. Pour moi, oui, c'est un ouvrage en couches. Il y a plusieurs couches. Il y a un vernis scientifique, un vernis historique, un vernis pseudo-scientifique, un vernis littéraire. Mais une fois qu'on les enlève tous, qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Il reste des idées dérangeantes. Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel où il y a un conformisme intellectuel très fort, c'est dérangeant, mais à l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, on en parlait, en tout cas dans ces courants-là, dans cette... On ne va pas parler de contre-culture, mais de néo-culture, puisque Pauwels voulait refonder la culture. C'est ce qu'il disait ouvertement avec Planète, il voulait refonder une culture totale, etc. Il y avait un dessein qui était de reconnecter la science de Bergier avec la tradition, avec un T majuscule, la tradition primordiale des ésotéristes. C'est cette idéologie-là. Joseph, vous voulez réagir là-dessus? C'est vrai que là, je suis assez d'accord sur cette idée d'un projet de syncrétisme assez délicat entre les sciences objectives telles que les défend tout de même Bergier. On n'en dira jamais assez que c'est tout de même un véritable scientifique. Hein. Bon, quoi qu'on en pense. Et effectivement, l'appel à la tradition, l'ésotérisme, qu'on verra plutôt du côté de, enfin même nettement du côté de Pauwels, notamment avec son aventure de Gurdjieff, dont d'ailleurs Bergier se moquait beaucoup. Hein, pour Bergier, Gurdjieff, c'était juste un gourou, un manipulateur, sans aucun fond sérieux de quoi que ce soit. Et c'est vrai, oui. En effet, il y a c'est un peu comme un des emblèmes de Planète, hein, c'est Teilhard de Chardin. On peut aussi se poser la question aujourd'hui. Qui se souvient de Teilhard de Chardin aujourd'hui? Je ne sais pas, moi oui, je connais bien, mais on pourrait se poser des questions. C'était, là aussi, avec Teilhard de Chardin, on avait quand même un exemple assez magnifique de fusion apparemment improbable entre science et on va dire métaphysique, théologie, hein, disons théologie, même plus que métaphysique. Hein. Bon voilà, Teilhard de Chardin était une figure qui revenait souvent, qui était souvent citée en tout cas. Hein. Il faisait, lui, déjà une très belle synthèse, en effet. Sans doute que pour pas mal d'esprits, cette synthèse, elle est impossible. Elle est impossible. Hein, c'est une erreur de se lancer là-dedans. Alors effectivement, c'est pour ça qu'il y a des ennemis on va dire de Planète ou de cet esprit-là. Parce qu'effectivement, ils y voient un danger. Non pas qu'ils sont forcément opposés à la spiritualité ou à la théologie, etc., mais c'est le mélange avec la science objective qui ne passe pas. Alors, voilà, alors là, il y a bien un problème. Après, si, comme tu l'as travaillé dans ta thèse, il y a les problèmes politiques plus précis, enfin, on va dire, de la politique plus terre-à-terre, effectivement, là, ces choses sont plus compliquées. Les Pauwels jamais été tellement un homme de gauche, que je sache, hein, mais jamais. Ouais, Dans les années 50, on ne sait pas. On ne sait pas, mais pour les années 40, je veux bien. 50, on ne sait pas, mais on saura assez vite, à la fin, assez vite quand même. Et pour l'itinéraire de Bergier, bon, on le connaît.
enfin bon, ça c'est discutable. Je ne suis pas certain que cette guerre, les guerres politiques comme ça, elles étaient connues à l'époque. Hein. Je ne suis pas si sûr que elles soient tellement dans la polémique. Il y a beaucoup plus la polémique de cette difficulté, de faire entrer la spiritualité dans la science, et de faire entrer la science dans la spiritualité, et surtout effectivement cette affaire de tradition sans doute qui a été mal vue par beaucoup. Mais la politique politicienne, je ne suis pas certain que ça ait joué un rôle si important que ça. Quand on lit les attaques du temps, il y a la fameuse anthologie Antiplanète qui s'appelait Le crépuscule des bonimenteurs, ou je ne sais plus trop quoi. Oui, crépuscule des magiciens. Voilà. Il y a plein d'attaques. Hein. Et curieusement, l'attaque politique directe n'est pas celle qui est mise en avant, alors qu'elle aurait pu. Mais elle aurait ouais. pu. Parallèlement, il y a des auteurs comme Stéphane François, par exemple, qui avancent la thèse que justement cette deuxième partie du Matin des magiciens sur les origines occultistes du nazisme aurait boosté les mouvements d'extrême droite européens au tournant des années 70-80, justement en leur faisant découvrir un imaginaire, en boostant leur imaginaire, voilà, des mythes ancestraux qu'ils ne connaissaient pas. Est-ce que vous pensez que ça a une réalité Moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils avaient besoin de ça. D'une part, je pense que c'est une crise épistémologique, d'histoire beaucoup plus profonde, qui a été que on n'a pas. Il y a eu dans le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une incompréhension par rapport à ce qui s'était passé. Et on a verrouillé pendant des années en se disant on va pas en parler, on va en parler d'une manière très factuelle, très événementielle, pour limiter les choses. Et évidemment, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de compréhension, il faut quelque chose. Et Poels et Bergier, c'est ce qu'ils font, ils essayent de comprendre le nazisme. Ils essayent comment quelque chose d'aussi horrible a pu se passer, quels sont les motifs qui ont pu permettre à des hommes d'exterminer d'autres hommes de cette manière-là. Et là, pour le coup, c'était extrêmement novateur. Il faut un petit détail, il faut quand même savoir que la Shoah, l'idée de l'Holocauste, ça date du milieu des années 70. Avant, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. Les historiens n'en parlaient pas. Et subitement, il y a eu un réveil de conscience. Donc quand Poels et Bergier se sont lancés là-dedans et ont essayé d'expliquer, c'était vraiment quelque chose de novateur. Et ils ont brisé un tabou. Est-ce qu'ils ont fourni un imaginaire? Non, cet imaginaire existait avant, à mon avis. Il s'est développé en parallèle, indépendamment. Oui, alors bien sûr que ces mouvements-là ont pu réutiliser le Matin des magiciens pour se donner bonne conscience en prenant un ouvrage qui n'était pas trop sulfureux. Mais de là à dire ce n'est pas le but et ça n'a pas participé. En fait, c'est pas tellement le problème qu'ils prenaient le Matin des magiciens comme référence, c'est juste que ce bouquin leur a permis de découvrir certaines choses qu'ils ignoraient. En tout cas, c'est la thèse de Stéphane François. Après, on peut... je pense qu'il y avait aussi peut-être une volonté presque de thérapie de la part de Bergier, qui a quand même fait Neue Bremeux et Mauthausen, et qui est sorti, lui dit lui-même, comme une épave de cette expérience. Et voilà, c'est une dimension qu'on ne peut pas zapper. Jean-Luc, peut-être, voilà, pour conclure sur cette question. Il me semble qu'effectivement, vous venez de le dire, Bergier, à travers ça, essaye de comprendre comment un peuple qui était un peuple civilisé a pu sombrer comme ça. Et pour lui, c'était inexplicable, si ce n'est par l'intervention de forces autres, donc occultistes, etc. C'est pour ça qu'il a parlé du vril et tout. Alors, je dirais que par contre, les cinglés du nazisme, ils n'avaient pas attendu après le Matin des magiciens pour pouvoir... il suffit de lire, par exemple, l'épopée de Savitri Devi, pendant la guerre et après la guerre, qui était une Française qui s'est convertie à l'hindouisme mais tout ça, c'était pas connu. Mais les vrais cinglés du nazisme, il y en avait. Ils n'ont pas attendu après le Matin des magiciens et ils n'ont jamais utilisé le Matin des magiciens. De même, le nazisme, les soucoupes volantes nazies, domaine que Joseph connaît bien, ça n'a pas attendu le Matin des magiciens. C'est dès 1952 que ça commence à apparaître. Par contre, autant je pense que ça n'a pas du tout encouragé quelques cinglés de groupuscules nazis quelconques, par contre, ça a encouragé tous les charlatans
qui ont voulu se faire de l'argent facile. Il suffisait d'avoir occultisme et une croix gammée sur la couverture pour que dans les années 70, tout se vende. Et ça se vendait très bien. J'étais d'ailleurs le premier à acheter les bouquins tout de suite, naturellement. Mais comme beaucoup d'autres, surtout dans les petites collections de poche. Et d'une manière générale, alors, les sous-produits, parce que pour moi, ce n'est pas du réalisme fantastique, mais ce sont des sous-produits totalement dénaturés. Mais toute l'archéologie mystérieuse, les Celtes et les extraterrestres, les Mayas qui ont disparu avec les extraterrestres, toute l'archéologie mystérieuse, etc., Rennes-le-Château et tout ça, ce sont des produits, mais ce sont des sous-produits dévoyés et commerciaux, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin des, disons, entre 70 et 80, il y avait à partir du moment où on écrivait un bouquin avec un certain nombre de mots-clés comme cela, on était sûr que le bouquin se vendait entre 50 et 60 000 exemplaires. Là, tous les chiffres sont là. Donc, moi, j'ai connu un certain nombre de ces auteurs. Ils y connaissaient rien, mais bon, ils avaient une imagination délirante. Donc, ça marchait très bien. Je viens d'en citer certains. Lisez tout ça, c'est très drôle. Ça se trouve dans les brocantes à 2 €. Et vraiment, vous en avez pour votre argent parce que vous riez bien. Mais ça n'est pas du réalisme fantastique. Et ils allaient même jusqu'à inventer des preuves, à falsifier des documents, à les déposer à la BNF pour les faire croire qu'ils étaient authentiques. Qui ça? C'est dans l'affaire de Rennes-le-Château. Ça c'était les charlatans les plus sérieux. Ils essayaient de créer des C'est preuves. ça. Les autres se posaient même pas la question. C'était, On écrit comme ça. Après, oui, c'était. On ne va pas partir dans l'affaire de Rennes-le-Château, parce que c'est déjà un sujet en soi. Vous concluez sur... Ouais, on conclut sur la question de... Berger ne s'est jamais caché. Il a cité d'ailleurs dans des articles tout à fait antérieurs au Matin des magiciens, qu'il a tout cet aspect sur les sciences folles ou l'ésotérisme nazi. Il le tient d'un article de Villilé qui s'appelle Pseudo-Science in Naziland, qui a été publié dans Science Fiction, dans Astounding Science Fiction, et qu'il a cité souvent, et où il a tout pris. Donc après, la question, c'est une espèce de petit catalogue amusé en fait par Villilé, qui était un Allemand d'origine exilé pour des raisons qu'on imagine au milieu des années 30 aux États-Unis, et spécialiste des fusées notamment, et créateur, un des créateurs de la cryptozoologie, par ailleurs. Qui a fini par bosser avec Von Braun, Voilà. l'inventeur des V2, bizarrement. Pardon ? Il a quand même fini par travailler avec Von Braun aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, oui, mais il en est parti. C'était l'inventeur des oui, V2. mais après, Von Braun, il a changé de statut, comme on le sait tous. C'est assez étrange, c'est l'ironie du sort. Voilà, bon, je veux dire, c'est des gens qui viennent du même pays aussi, c'est des Allemands qui se retrouvent aussi. Il faut pas, quand on refait l'histoire, il faut bien voir, ces gens se connaissent d'avant la guerre, et il faut pas, ça peut paraître extraordinaire, mais ça l'est pas tant que ça. Ces gens se retrouvent, ils ont des passions communes telles à ce niveau-là. Oui, tout ça pour dire que c'est le problème de l'interprétation, parce que sur les absurdités qui sont dans le Matin des magiciens concernant le nazisme, il y a un certain nombre de trucs qui sont entre guillemets vrais. C'est-à-dire que oui, effectivement, certains personnages importants du Troisième Reich croyaient en des trucs. Mais ils croyaient en des trucs, en effet, pour certains d'entre eux. Jusqu'à quel point, on ne sait pas trop. Jusqu'à quel point c'est important pour la connaissance de l'évolution de l'histoire, c'est fort discutable. Mais ce sont des vrais points historiques. C'est intéressant de prendre Pseudo-Science in Naziland, l'article de Villilé, qui n'est qu'un article, et de décortiquer et d'essayer, si on a envie, de remonter aux sources, de savoir qui était le fameux savant autrichien Orbiger, qui était ce personnage. Est-ce qu'il y a un rapport avec Hitler ou pas du tout? Qu'est-ce que la Terre creuse? De quoi parle-t-on, etc. C'est intéressant. Est-ce que ça constitue une explication? Là, par contre, c'est pousser le bouchon un peu loin, mais en même temps, ce n'est pas des sujets inintéressants. Il limitait pas l'explication à ces éléments fantastiques. En gros, non, mais surtout, ce qu'on leur a peut-être reproché, c'est de dire que le fantastique a eu un rôle là-dedans, en plus des éléments... je dirais des paramètres historiques, sociologiques, politiques, économiques. C'est ce que disait Jean-Luc Rivera tout à l'heure, c'est que il fallait,
crois que c'est toi. Il faut trouver ils essayent de trouver une explication. Alors effectivement, l'explication des forces que nous ne connaissons pas, je ne suis pas sûr que Pauwels et Bergier soient tous les deux d'accord sur la nature des forces en question. Mais il y a clairement, pour eux deux, je dirais peut-être plus pour Bergier, que j'ai l'impression de mieux cerner là-dessus, une vraie interrogation. Et il y a une vraie interrogation, il est passé par là, et il n'est pas le seul. Hein. Il y a une interrogation, et comme l'a fait remarquer Damien, et c'est vrai que ces sujets-là sont assez occultés. On ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, parce que c'est devenu... C'est bien entré dans notre culture et dans notre réflexion historique. Et si on regarde la télé, on lit les magazines, on a régulièrement des reportages, des études, etc., de qualité variable, mais des fois remarquables, sur l'histoire du nazisme et de l'Allemagne, etc. Bon, c'était pas une chose effectivement évidente dans les années 50. On préférait plutôt oublier la chose, effectivement. L'aspect événementiel intéressait. Mais l'interprétation, on avait un peu envie, je pense que tout le monde avait envie de passer à autre chose. Ouais. Mais après, cette interrogation, elle est devenue lancinante. Hein. Et il y a aujourd'hui des travaux sérieux sur les aspects ésotériques d'une certaine branche du nazisme, qui sont des travaux historiques sérieux. Après, quel impact ça avait réellement c'est ce qu'on peut reprocher aux mathématiciens, c'est de dire, voilà, effectivement, ils mettent un pied dans le plan en disant, puisqu'il n'y a pas d'explication historique, nous, on a une explication fantastique. Oui, évidemment. Alors, ça a choqué certaines personnes, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, je crois, effectivement. Je suis assez d'accord là. J'aimerais bien enchaîner sur un autre sujet qui est, parallèlement à tout cet aspect-là, pas mal de gens aussi pensent que le réalisme fantastique, le mouvement Planète, etc., a préparé le terrain et les esprits pour les événements de mai 68. Charles Maxence, par exemple, comment tu vois l'influence de ce mouvement-là sur mai 68 ? À mon sens, et pour les quelques références que j'ai pu voir passer, là aussi il y a quelques travaux universitaires qui le proposent, qui en tout cas qui le décryptent. Hein. Peut-être d'ailleurs tu t'en fais l'écho dans ta thèse en cours de réalisation. Il y a une vraie incubation, il y a une vraie insémination de la société avec certaines notions. Et même si je n'ai plus le slogan en tête, ça a marqué les esprits que des slogans qui étaient tagués comme ça sur les murs de mai 68 étaient en fait des aphorismes qui étaient ceux des années planètes, des années 60-65, et qu'on retrouvait comme ça sur des murs en 68. C'est assez frappant ou marquant quand on discute avec des personnes qui ont lu Planète quand elles avaient 15 ans dans ces années-là, qui avaient 20 ans en 67-68, la place qu'occupait Planète et le vent de liberté ou l'espace de liberté que constituait cette revue, et donc cet espace d'inspiration qu'a constitué cette revue et les idées que ça composait. Alors après, bien sûr, la société française ne se limitait pas à Planète, mais en revanche, Planète a clairement, selon moi, en tout cas c'est une hypothèse, c'est une clé d'interprétation qui est dominante chez moi, a clairement semé et incubé des notions plutôt libertaires, plutôt anticonformistes, plutôt, on ne va pas dire paranormal, mais en tout cas qui sortaient des a priori et qui sortaient comme ça des certitudes de l'époque et qui elles-mêmes étaient... en gros, c'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, quand on en a marre d'avoir toujours les mêmes têtes qui sont au pouvoir. Hein, on est avec les années 60, c'est les mêmes têtes que 20 ans plus tôt. Donc, il y a un moment, on en a un peu marre d'être sous le chaudron comme ça, et le couvercle, il pète. Bon, voilà, c'est un petit peu le même contexte, sauf qu'effectivement, du côté de Planète, parce que ça a inséminé, et surtout, ça a inséminé de la culture populaire, en gros, 80 000, 100 000, 50 000, 60 000, bref, on avait une large dissémination des idées, un numéro circulait. Au niveau, un numéro d'acheté, c'est 5-6 lecteurs, ça circulait beaucoup. Et puis, il y avait le mouvement qui suivait derrière. Les premières conférences Planète à l'Odéon, ça faisait la queue dans la rue, c'était en 63. Et puis derrière, parce que les spectacles vivants, ça arrivait plutôt vers la fin, ça arrivait plutôt vers 67-68. Mais il y a eu vraiment une volonté de faire corps et effectivement de refonder les connaissances, d'apporter de la culture générale et pour voir le monde autrement. Et ce monde que l'on va imaginer, parce que le réalisme fantastique, c'est cela, c'est le fait de postuler que le fantastique, que le monde est plus riche et plus merveilleux et plus magique que ce que l'on voit.
Et donc, automatiquement, ça veut dire qu'il y a autre chose que ce que l'on voit. Et donc, ça veut dire que le possible est présent. Et donc, ça veut dire qu'il ne tient qu'à nous de le mettre en œuvre. Et donc, ça fabrique l'imagination au pouvoir. Voilà. Merci Maxence. On arrive bientôt à la fin de notre conférence. Encore deux petits points abordés. Jean-François va conclure par une question. Moi, j'ai une question toute bête. Là, on vient de passer de la Seconde Guerre mondiale à mai 68. Là, je fais un bond en avant. On arrive en 1990. Il y a un roman qui s'appelle Le Pendule de Foucault, d'Umberto Eco, qui paraît, qui surfe, enfin, qui utilise à peu près les mêmes thématiques, les sociétés secrètes, tout ça, mais qu'on ne va pas classer dans le réalisme fantastique. Pourquoi ? Est-ce qu'on est dans le postmodernisme, il y a une ironie, on se moque, il joue avec des codes. Pourquoi le pendule de Foucault, on ne peut pas le classer dans le réalisme fantastique ? Parce qu'il n'existe plus, parce que... on pourrait. Enfin, moi précisément, j'aurais un peu tendance à le classer, sauf qu'effectivement, il y a une espèce de distance supplémentaire, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de distance dans le baptême des magiciens. Mais c'est vrai que là, on est comment dire, comment on dit en informatique, oui, un peu, avec tout l'arrière-fond critique, parce qu'évidemment, Umberto Eco a connu tout ce mouvement. Il a d'ailleurs regardé sans hostilité, hein, au contraire, hein, même si après il y a eu des petites histoires, je crois, de questions de copyright, de droit et de choses comme ça qui ont gâché l'affaire, mais il est intéressé par le mouvement Planète, Umberto Eco. Hein. Et oui, je m'avancerai pas trop, mais il y a une affaire avec l'Italie là-dessus que je ne connais pas, je sais pas trop. Mais il est en l'occurrence dans un sujet qu'on a fait paraître dans la revue Orbs qui concerne les années planètes, qui était donc Jacques Mousseau qui nous racontait cette décennie. On a eu accès enfin Jacques nous a ouvert ses cahiers d'images d'histoire, ses photos, et il y a notamment une photo du vernissage, de l'inauguration, du lancement de Planeta, Pianeta d'ailleurs, le planète italien, où Umberto Eco est à côté de Powell au niveau du cocktail Italiano, hein, qui a lieu là-bas. Voilà. Donc il y a une connaissance réelle, intime, sociale, humaine du mouvement Planète par Umberto Eco. Après que ça n'ait pas été, de mon point de vue, le fait que le pendule Foucault n'ait pas été classé dans ce domaine-là, de la part de Umberto Eco, ça c'est son histoire. N'oublions pas que chacun de ses ouvrages était, on va dire, il explorait une forme et un genre à chaque fois. Hein, donc il y a ça. Umberto Eco a écrit un article par ailleurs sur le mouvement du réalisme Bien, fantastique. tout à fait, oui. Article, mais c'est plutôt parce qu'à l'époque, il y a, enfin, faisait pas partie, mais que dans les critiques ou à l'époque, si tu vas nous confirmer ou infirmer ce que j'avance, hein, Jean-Luc. En gros, il n'y a personne qui est en mesure de se souvenir qu'il y a eu une clé de tri qui s'appelait le réalisme fantastique et qui permettrait de mettre cette étiquette-là sur cet ouvrage, à part 2-3 personnes. Donc, Jean-Luc, Damien, et après on enchaîne sur la dernière question que Jean-François a posée. Non. Avant peut-être des questions dans le public. Non, effectivement, en 90, on ne se pose même plus la question parce que en fait, le réalisme fantastique, Umberto Eco, il en a fait partie parce qu'il l'a lu, etc. Tout ce mouvement Planète, c'était une infusion dans les esprits qui, en plus, il ne faut pas l'oublier, touchait plutôt les classes cultivées à l'époque en France. La revue Planète, c'était une revue chère, hein, 5 nouveaux francs 50 en 1960. C'était beaucoup d'argent, beaucoup plus que d'acheter l'Obs ou des trucs comme ça. Donc c'était une revue chère qui donc était lue et prêtée par des gens qui avaient de l'argent. Donc, entre autres, on parlait tout à l'heure de mai 68. Oui, c'était les enfants des gens qui achetaient la revue, les fils de famille aisés. Ils disaient ce que papa avait acheté. Ils disaient aussi sans doute ce que papa achetait là en cachette de maman, qui était la revue Plexus, dont on n'a pas parlé, mais qui était une revue sœur. Pénéla, c'était maman. Là, bon, sans se cacher. Pénéla, c'était le jardinage et bon, c'était moins intéressant. Plexus, c'était nettement plus intéressant et ça prenait une liberté de l'amour qui, à l'époque, était assez mal vue par Tante Yvonne. Hein, il faut bien le dire. Donc,
Voilà, donc en fait, tout ça s'est répandu, je pense, dans la société, et puis effectivement, ça a descendu. Et puis en 90, eh ben, tout le monde s'en moquait parce que c'était un acquis. Donc il n'y a même plus besoin de se pencher dessus, de réfléchir. C'est un point, c'est tout. Et puis, oui, il y a évidemment ce phénomène de dilution. Et puis, c'est une question de forme aussi. C'est un roman qui ne s'est jamais caché d'être un roman, tout comme le Da Vinci Code, contrairement à ce que beaucoup ont affirmé. Oui, du point de vue de Foucault, c'est un roman. Alors que Le Matin des magiciens n'est pas un roman. Planète n'est pas un roman. C'est vraiment un genre à part aussi, le réalisme fantastique. Il y a réellement une démarche esthétique, quoi qu'on en dise, et quelle qu'en soit la qualité qu'on lui donne. Mais c'est une démarche esthétique particulière, pour du de Foucault. Non, c'est un roman, et dans ce sens-là, oui, utilise les ficelles du réalisme fantastique, mais témoigne plus de la dilution que de la continuité, dans le fond. De la digestion peut-être La même. digestion, oui. Alors, ouais, Jean-François, vas-y. excuse-moi pour ajouter, par rapport à la dimension esthétique, pour ajouter un élément qu'on n'a pas cité, on a beaucoup parlé de l'homme éternel, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pareil, de la même façon que Le Matin des magiciens et Planète, ou alors on pourrait même dire Planète et Le Matin des magiciens, puisque longtemps, lorsqu'ils écrivaient Le Matin des magiciens, les auteurs eux-mêmes ont hésité, ils ne savaient pas s'ils allaient lancer une revue ou pas, et puis finalement, ils ont fait un ouvrage, et c'est le succès de l'ouvrage qui a donné la revue. Mais l'imaginaire de la revue était déjà présent en eux durant les années qui ont précédé la parution du Matin des magiciens. L'homme éternel s'insère dans un projet également. C'est un projet éditorial de 5 ouvrages. Cette série de 5 ouvrages, le titre est très très marquant. C'est le manuel d'embellissement de la vie. C'est-à-dire que L'homme éternel était le premier tome d'une série de 5 ouvrages qui avait cet intitulé parapluie au-dessus. Donc la dimension de l'esthétique et le fait de valoriser certaines notions comme la beauté, l'harmonie, ou le fait... J'ai trouvé une citation qu'on avait repris comme ça dans un Orbs, parce qu'on se plaît comme ça à faire des petites passerelles avec le passé. C'est une tâche sacrée que de répéter à l'homme qu'il est heureux et qu'il ne s'agit pour lui que de s'en rendre compte. Voilà, donc ça, c'est une citation de Pauwels, d'un autre ou d'un de ses ouvrages qui a suivi, extrait d'un des ouvrages qui a suivi. Il y a vraiment une vision de ce que doit être l'homme, d'une certaine forme de beauté, ou d'une certaine forme de cadence, et non pas de décadence. Voilà. Très bien. Pour conclure ce débat et pour élargir un peu sur l'actualité culturelle récente, on remarque ces derniers mois, ces dernières années, qu'il y a beaucoup d'événements culturels qui s'intéressent, qui questionnent ces problématiques connexes de l'invisible, du mystère, etc. Je pense à l'expo Persona au Quai Branly en ce moment, Matérialité de l'invisible au 104 il y a quelques mois, ou l'expo Causes mentales à Pompidou-Metz sur l'art et la télépathie au XXe siècle. Et puis nous qui faisons ce projet aussi sur le réalisme fantastique, qu'est-ce que, selon vous, pourquoi ce regain d'intérêt par rapport à ces thématiques aujourd'hui? Qu'est-ce que ça révèle sur notre époque? Déjà, est-ce qu'il y a vraiment un regain d'intérêt notable, selon vous? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça dit sur notre époque? Joseph, peut-être, pour terminer le tour de table. Je pense quand même qu'il y a un phénomène qui est un phénomène générationnel, c'est-à-dire que des gens tout jeunes qui ont été impressionnés par ou Le Matin des magiciens, ou quand même plutôt Planète, alors j'ai failli te citer comme exemple, mais c'est un mauvais exemple, parce que tu as découvert en fait Planète très tardivement. Et je pensais plutôt à des personnes qui, ayant connu Planète à l'époque, tout jeune, ça revient maintenant. Et ils veulent en reparler. Je n'étais pas marqué par cette nostalgie aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est justement ça. Tu n'es pas nostalgique. C'est intéressant d'ailleurs. C'est le choc esthétique dont tu as parlé tout à l'heure. C'est certainement, je trouve, des trucs les plus intéressants qu'on a dit. Parce que y a quelque chose d'étonnant. Pourquoi ça remarche? Alors que moi, je voyais ça plutôt comme, pour beaucoup, un peu une nostalgie. On va revenir sur ces années 60 où il y avait un bouillonnement. Maintenant, nous sommes des adultes bien avancés un petit peu dans l'âge. Nous avons les possibilités de faire des expositions, des trucs, etc. On va les faire. On va parler de notre... En même temps, on peut être nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas connu. C'est le phénomène de Zimzurt qui veut dire ça, nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. Oui, je ne donne qu'une explication, je pense, très partielle. Mais c'est vrai que moi, je voyais beaucoup l'aspect un petit peu nostalgie. Mais des fois, il y a aussi l'aspect nostalgie par procuration. Hein. Il peut y avoir un petit escalier comme ça. Un peu. Mais il y a certainement autre chose. Hein. L'aspect nostalgie, même par procuration, ne suffit pas.
effectivement un phénomène aujourd'hui. Bon, je n'ai pas beaucoup d'explications à donner. Oui, moi j'ai une autre hypothèse. Bon, il y a le côté nostalgique pour les vieux imbéciles comme moi, mais à côté de ça, je pense que aujourd'hui, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que nous vivons dans une société qui se sent mal dans sa peau. Il y a un mal-être général qui se voit tous les jours. Et quand la société n'est pas bien dans sa peau, elle se tourne inconsciemment vers autre chose, en se disant, tiens, on est peut-être passé à côté de choses qui nous ont échappé. C'est ce qui s'est passé avec le Planète, d'une manière générale, dans les années 60. La France, elle n'était pas bien. À l'époque, ça se tenait encore à peu près, mais il y avait la guerre d'Algérie, la France était corsetée, etc. Ça a donné mai 68. Et avant, ça a été tout ce bouillonnement d'idées qui traversait la France à travers Planète. Aujourd'hui, je pense qu'à nouveau, inconsciemment, on est en train de se demander est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'autre chose. C'est le monde invisible, oui. Hein, on ne l'a pas vu, on est passé à côté. Essayons de le découvrir aujourd'hui. Et je crois qu'il y a à nouveau cette espèce de bouillonnement ou de fermentation d'idées nouvelles pour justement transformer la société. Je crois que c'est à ça qu'on vient aujourd'hui. Vous avez tout dit. Alors déjà, il y a un phénomène de mode culturel, ça c'est évident. C'est Mircea Eliade qui tout de suite a compris qu'il s'agissait d'une mode, et on le sait, les modes sont cycliques, donc elles finissent toujours par revenir. Et c'est tout à fait vrai, hein, cet épuisement culturel qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, on est dans une... Enfin, même pour moi qui ne les ai pas vécus finalement, ne serait-ce que par les ouvrages historiques, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un état de conformisme intellectuel où il n'y a plus de vie intellectuelle possible en France. Il n'est plus possible de faire ce qu'on veut comme on veut, même sous le nom de l'art. Même en prétendant faire de l'art, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Donc il y a un besoin d'autre chose. Et puis aussi, on est rentré tant bien que mal dans une postmodernité. C'est la crise de l'individu, c'est la crise des institutions. On ne croit plus en rien. Il nous faut de nouvelles idoles, il nous faut de nouveaux systèmes, il nous faut quelque chose d'alternatif. Et on a là quelque chose de tout prêt. On a quelque part une mythologie toute prête. On a des pistes de réflexion toutes prêtes. Pourquoi pas s'en servir? Et en plus, ça tombe bien, ces thématiques-là correspondent avec les grandes inquiétudes de notre époque. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est l'écologie. Déjà à l'époque, la notion de respect de l'environnement est présente dans tous ces écrits-là. Et il y a une résonance qui nous les rend familiers. On se dit, on les a peut-être oubliés, on les a peut-être marginalisés. Et on se dit, finalement, pourquoi pas? Et aussi, on se rend compte que ce courant-là a développé l'idée que l'être humain n'était pas un être rationnel. Dans tout être humain, il y a une part d'irrationnel, et que cette part d'irrationnel nous domine même la plupart du temps. Nous n'agissons pas sur des motifs rationnels la plupart du temps. Et on se dit, des auteurs qui avaient compris ça, avant qu'on formalise toutes ces théories-là et qu'on en soit sûr, il y avait peut-être de l'intuition. Votre question est intéressante, profondément intéressante, et simultanément, tout en moi crie pour vous dire que non, le réalisme fantastique n'est pas mort, il est toujours vivant, il a toujours été là. C'est-à-dire que, certes, on a pu l'oublier en tant que notion, en tant que concept, on a pu l'oublier en tant que catégorie, et pourtant, il a été là. C'est une évidence, la plupart d'entre nous l'avaient oublié, et pourtant, Indiana Jones s'insère parfaitement dans les thématiques du réalisme fantastique, ou en tout cas, les incarne, les illustre à l'écran. Nous allons avoir, tu l'as dit Jean-François, aujourd'hui nous avons comme ça des expositions majeures portées par des institutions importantes sur la place parisienne qui s'insèrent ou qui semblent s'insérer dans quelque chose qui serait de l'ordre du réalisme fantastique. Pour avoir échangé avec Pascal Rousseau, le commissaire de l'exposition Cosa Mentale sur la télépathie, l'histoire de l'art au XXe siècle, dont on parle pas mal dans le nouveau numéro, il m'a partagé quelque chose d'assez essentiel, c'est qu'en fait,
Il m'a dit, une exposition comme celle-ci, je n'aurais pas pu la faire à Paris. J'ai pu la faire parce que ça se passait en province. Premier niveau de réponse. Second niveau de réponse, une expo comme celle-ci, en fait, les Américains en ont fait des incroyables, des extraordinaires, des remuantes dans les années 80. Sauf que en France, il y a une frilosité institutionnelle qui fait qu'on ne va pas le faire. Alors, est-ce que sociologiquement, c'est lié aux grandes écoles? Est-ce que c'est lié aux élites? Est-ce que c'est lié au divorce des élites avec la population? Peut-être. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que des choses qu'on peut qualifier de réalisme fantastique, qu'on peut qualifier comme ça de mélange des genres, qui vont nous enthousiasmer, nous emballer, remplir leurs fonctions aujourd'hui, ont été faites il y a 20 ans ou il y a 25 ans, ailleurs, dans d'autres pays, parce que les conditions culturelles étaient ouvertes pour cette forme d'ouverture. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui, tu l'as très bien dit Damien, dans une situation de gang et de conformisme qui pèse sur nous et qui étouffe la société. Un autre mouvement qui existe que, de mon côté, j'ai plus vu en tant que journaliste scientifique, puisque c'est ma trajectoire initiale avant de m'être lancé dans cette aventure complètement déraisonnée, qui est de lancer une revue sans publicité à une époque où c'est très compliqué avec la surmédiatisation et le fait que l'information est présente partout, et notamment par des voies électroniques. C'est que la spécialisation, la surspécialisation, est un facteur d'étouffement, d'asphyxie, d'hypoxie. On meurt de cela, on étouffe de cela. Et c'est sûr que Planète en son temps, et nous en tout cas dans notre démarche, mais nous ne sommes pas les seuls, d'autres MOOC le font de leur côté, ce mouvement qui est celui de la slow information, d'une information socialement responsable, d'une information, d'un travail journalistique, de raconter le monde différemment que quelque chose qui est jetable et qui va être soumis à des dictats de la pub, ce mouvement-là existe, et en tout cas, c'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement de résistance, pourquoi? Parce qu'en fait, notre adversaire, c'est l'oubli. Notre objectif, c'est de raviver la mémoire, c'est de faire le lien, et notamment la mémoire dans ce qui est présent dans chacun d'entre nous, et que nous sommes en mesure d'exercer. Et donc derrière, c'est une question de pouvoir. Donc éventuellement, on peut faire le lien avec la biopolitique de Foucault. Et ça, la biopolitique, tant Pauwels que Bergier l'ont très bien connue. Donc ce qui fait que, pour revenir à ces histoires du réalisme fantastique, ou en tout cas à ces manifestations, à ces composantes, à mon sens, depuis 25 ans que je suis journaliste scientifique, plutôt branché technologie de l'information, cyberculture, recherche d'avant-garde. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des nanotechnologies, des nanosciences, de l'invisible, là où la lumière et la matière se rencontrent, par exemple? Qu'est-ce que la science sait sur l'invisible? Qu'est-ce que la science sait sur le Qigong? Qu'est-ce que la science sait sur la parapsychologie, par exemple? Le monde est potentiellement fantastique. Le monde reste fantastique. À l'époque de Planète, un des courants qui était présent et qui est bien sûr un petit peu cité dans le Matin magicien, c'est la cryptozoologie, qui était abondamment relatée dans la revue Planète. Aujourd'hui, la façon dont on a cartographié le monde fait que les animaux fantastiques ou légendaires, on a du mal à les attraper. En revanche, ce qui est beaucoup plus caractéristique de notre époque, c'est la cryptoarchéologie. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on trouve la trace d'une cité oubliée, d'une cité perdue. Pourquoi? Parce qu'il y a un hélicoptère qui passe au-dessus d'un territoire ou d'une jungle avec un laser. Et boum, bingo, on trouve des formes géométriques au sol, des tracés, des rayons, des machins. Il y avait une cité qui était là. Ah, ça tombe bien, ça faisait juste 2000 ans qu'il y avait une population là-bas qui nous racontait une légende comme quoi il y a une cité légendaire. Alors ça faisait 50 ans qu'il y avait des hommes blancs qui essayaient de couper la jungle pour trouver la cité, on ne la trouvait pas. Mais là, avec un hélico, un laser, éventuellement un coup de pouce de Google Earth, boum, on trouve des pyramides, on trouve des cités perdues. Donc il y a une vraie renaissance ou résurgence d'un monde beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste que ce qu'on nous a plu à nous enseigner jusqu'ici. Merci Maxence. Tout ça, ça sera dans le prochain numéro de Orps, j'imagine. Passé, présent, futur, tout est là. Petite précision, parce qu'il y a le slideshow, il est resté bloqué sur une tête un peu intrigante qui vous observe. Là, c'est Aleister Crowley. Tout ça est issu de l'iconographie qu'on a extirpée du... ça fait 10 minutes qu'il nous regarde. C'est issu de l'iconographie qu'on a extirpée du Matin des magiciens pour l'exposition à la Galerie du Jour. Voilà, ça resté bloqué sur lui, je ne sais pas pourquoi, c'est une synchronicité. C'est un peu flippant. Hein. On arrive à la fin de ce débat. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Où est-ce qu'on va les poser autour d'un verre? Ou on peut les poser à la fin de la soirée aussi dans le bar d'à côté. Est-ce qu'il est possible d'allumer là? Parce que c'est très désagréable. Oui, parce qu'on ne voit pas les gens, c'est pas possible d'allumer. Est-ce que c'est possible d'allumer la salle? Ça y est. C'est en cours. Déjà mieux. Moi, d'abord, ça marche? Ça marche. Oui.
Une petite remarque, oui, moi je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on est quand même dans une époque d'extravaganza, de technologie qui nous montre autant de mondes parallèles à visiter et que donc cette origine historique, elle devient presque applicable au réel. Moi j'aime bien votre conclusion. Et sinon la question que j'avais envie de poser, c'était quelles étaient les résonances internationales autour du réalisme fantastique? Est-ce qu'il y avait en Angleterre, j'imagine qu'il y avait quand même des communautés de pairs dans le monde anglo-saxon, non? Ce serait quoi un peu aux États-Unis peut-être ou en Angleterre Des liens avec la contre-culture américaine peut-être aussi. ou un Non, réalisme fantastique d'origine Planète, étrangère. comme l'a dit Maxence, bon, il y a eu une édition italienne, il y a eu une édition espagnole, il y a eu une édition brésilienne, si je me souviens bien, néerlandaise. Bon, il y a donc une certaine diffusion déjà de l'esprit. Le Matin des magiciens a été publié en anglais, a été diffusé aux États-Unis. Je crois que ça s'est relativement bien vendu d'ailleurs à l'époque. Bon, Damien, alors. Oui. Non, le Matin des magiciens a été un des livres cultes de la contre-culture américaine. Hein. Il est traduit en 1963 et il a été repris et exploité dans tous les sens. Mais par contre, il parle du Matin des magiciens, mais pas du réalisme fantastique. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour distinguer un peu toutes les tendances. Le Matin des magiciens, lui, a eu un succès aux États-Unis très très fort. Après, le réalisme fantastique en tant que tel, à la même époque, en dehors des traductions d'ouvrages français, n'existe pas à l'étranger. Il y a des auteurs qui s'apparentent. Par exemple, dès 1960, il y a Brinsley Le Portrench en Angleterre, qui est dans une démarche un peu pareil. Oui, voilà, oui. Peter Colosimo, etc. Il commence un peu plus tard, non? Non. En Italie, il est publié dès 60. Dès 60, ouais. Donc il y a des auteurs qui s'apparentent, d'ailleurs qui m'ont traduit ensuite en France et intégré dans les collections. Mais le réalisme fantastique, c'est vraiment français dans un premier temps. C'est vraiment une dynamique française pour une fois qu'on a mené le monde, hein, il faut quand même le dire. Et par contre, après, le réalisme fantastique a été récupéré. Oui, il a été récupéré, mais enfin, par exemple, dans la littérature américaine un peu excentrique, dirais-je, que j'ai adoré lire, on voit très très rarement citer le Matin des magiciens, et on trouve des fois un tout petit peu Bergier. Le nom de Bergier est cité parce qu'il a eu un autre de ses bouquins sur les anciens astronautes traduit à la fin des années 70 en anglais, mais l'impact est plutôt culturel, général, diffusion générale. C'est jamais cité en tant que tel. Après, c'est aussi un courant donc, qui est commercial, comment dire, et une fois qu'un auteur publie, il cherche à fidéliser en général, et c'est pas dans son intérêt de publier, de mentionner ses sources, parce que ça risque d'envoyer le lecteur vers un autre auteur qu'il risque de préférer. Donc, on peut pas vraiment faire de généalogie des idées. C'est un bouillonnement, une effervescence. Tout le monde a un peu les mêmes idées au même moment. Mais en France, c'est un peu structuré. Tout s'organise un peu ou suit plus ou moins Planète. Et c'est pour ça qu'on peut parler de réalisme fantastique en France, parce qu'il y a Planète, il y a quelque chose qui fédère. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter une chose. Il y a quand même un élément dont nous pouvons nous glorifier, c'est que par contre, pour le nazisme occulte, tous les charlatans qui ont écrit à l'étranger, en particulier aux États-Unis, se réfèrent tous aux auteurs français. Parce que alors là, ils ont été tous traduits, et puis ça fait sérieux, c'est français. Voilà, donc le nazisme occulte, grâce à Bergier et Powell, ça s'est répandu partout, et là, c'est abondamment cité, mais aussi des auteurs comme ceux qui ont écrit sous le pseudonyme de Jean-Claude Angebert, etc. Alors tout cela, par contre, nazisme occulte, ça a été traduit partout. Hein. Moi, pour compléter peut-être votre question ou les réponses qui ont été données, à mon sens, le réalisme fantastique s'inscrit dans une continuité, s'inscrit dans une histoire, s'inscrit dans un courant ou un mouvement que celui, enfin, pas que, mais en tout cas, il y a un courant qui existe, celui du réenchantement du monde, ou d'une vision du monde de cet ordre-là. Et le réalisme fantastique s'insère là-dedans, avec, effectivement, on l'a très bien dit, c'est un concept français. On habille, en tout cas, on relie ensemble d'une certaine façon, on rassemble des choses qui
existaient auparavant, existaient dans d'autres pays, avaient d'autres noms. On a évoqué le fortéanisme, qui me semble un courant majeur dans la démarche de collecter les éléments étranges du monde, les événements extraordinaires, des choses singulières, qui défient les probabilités, qui semblent impossibles, et pourtant ça existe, les pluies de grenouilles, etc. Vous voyez, des phénomènes de cet ordre. Et puis ensuite, après cela, on a aussi on a parlé des revues. Donc là, par rapport aux revues filles ou cousines de Planète,